Je cède la place tout de suite à Juliette Noël, qui est journaliste et qui va animer la table ronde. Justement, ce sera l'occasion de discuter des risques assurés et des risques assurables face au changement climatique. Bonjour à tous, bienvenue à cette première table ronde qui a pour sujet risques assurés, risques assurables, quelles sont les conséquences des changements climatiques. Pour traiter de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte est climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Elle est coprésidente du groupe 1 du GIEC et elle est également membre du Haut Conseil pour le climat. Arnaud Schneeweiss, qui est délégué général de la fédération de la FFA. Robert Barouki, qui est médecin, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur d'unité UNSERM. Bertrand Labillois, directeur général de la CCR. Et Thierry Langrenet, directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole et directeur général de Pacifica. Nous allons commencer cette table ronde très rapidement parce que je crois que nous devons un petit peu raccourcir le temps des débats. Et la première chose que je voudrais faire, c'est de donner la parole à Valérie Masson-Delmotte pour qu'elle nous fasse le constat scientifique du changement climatique. Où est-ce qu'on en est? À quel rythme on progresse? Et peut-être, Valérie, les quelques rapides conclusions sur le dernier rapport 1.5 du GIEC. Oui, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez lu le résumé pour décideurs de ce rapport spécial que nous avons rendu en octobre 2018 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire? Je vous encourage à le faire. Il existe une traduction citoyenne en français. Tout est disponible sur le site du GIEC, ipcc.ch, et je reviendrai dessus dans ma présentation cet après-midi. Donc on en est à 1 degré de réchauffement en moyenne à la surface de la Terre par rapport à la fin du 19e siècle. Ce réchauffement, il a lieu au rythme de 0,2 degrés de plus tous les 10 ans. Donc à ce rythme-là, le réchauffement atteindra 1,5 degré entre en gros 2030 et 2050. Donc ça va venir très vite. Notre rapport, il montre à quel point chaque demi-degré de différence implique des conditions différentes dans chaque région, au-dessus des continents comme au-dessus des océans, et en particulier une forte modification des caractéristiques des événements extrêmes, en particulier donc le risque de sécheresse qui a déjà augmenté en Méditerranée, qui va continuer à augmenter et qui double quasiment entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. L'augmentation des vagues de chaleur au-dessus des continents comme dans les océans, un signal très clair déjà observé et qui va s'accentuer à mesure du réchauffement, ou l'intensité des pluies torrentielles, quelque chose qui est déjà observé en particulier dans le sud de la France et qui va être amené à s'intensifier dans un réchauffement plus important. Même chose pour la montée du niveau des mers et d'autres conséquences de ce réchauffement climatique. Deuxième aspect, la cause de ce réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de deux principaux gaz à effet de serre, ceux qui pèsent le plus sur le climat, le dioxyde de carbone ou le méthane, continuent à augmenter et même à un rythme particulièrement élevé. Donc, nous avons un constat, vous l'avez déjà vu, de la réalité de ce réchauffement. Il affecte les écosystèmes, c'est ce que montre par exemple le dernier rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, et il affecte aussi les sociétés humaines partout, aussi bien donc dans les pays développés que dans les pays en développement où les vulnérabilités sont plus importantes. Donc on a cette pression du changement climatique qui va croissante, on a la cause de ce réchauffement climatique qui va croissante, mais il reste une marge de manœuvre et c'est aussi le point important de cette évaluation. Si nous agissons d'une manière extrêmement forte sur tous les secteurs d'activité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous avons la possibilité en fait d'infléchir certains aspects des évolutions à venir. Le réchauffement à la surface, par contre d'autres aspects sont inéluctables. La montée du niveau des mers dans tous les cas va se poursuivre. Elle va se poursuivre parce que l'océan va continuer à accumuler de la chaleur en profondeur, parce que les glaciers et les calottes de glace ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui, et donc il y a un caractère vraiment inéluctable. C'est un enjeu particulièrement important sur les littoraux du monde, en particulier les zones de basse terre. Voilà, donc c'était ces points sur lesquels je peux insister. Ok,
Merci beaucoup Valérie pour ce premier constat. Donc je vais passer la parole à Arnaud Schneeweiss parce que est-ce que vous pourriez le changement est déjà là, est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres sur le montant des dommages ces dernières années, le montant des dommages assurés ces dernières années et peut-être même les 2 dernières décennies parce que je crois qu'on a fait aussi des calculs sur 20 ans. Merci. Alors, on va donner peu de chiffres, mais pour que vous les ayez bien en tête, il y a un chiffre de Suisse Re, donc vous trouvez ça dans les publications de Suisse Re, qui est très frappant. Il dénombre sur longue période le nombre de catastrophes naturelles. C'est-à-dire il regarde sur 50 ans combien il y a eu de catastrophes naturelles. Donc là, on ne parle pas en dollars, on ne parle pas avec les effets de l'inflation, combien il y en a eu. Et ils arrivent à la conclusion qu'il y a 4 fois plus de catastrophes naturelles aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Bon. Donc x4. L'autre chiffre sur la France, avec les statistiques de la Fédération française de l'assurance, alors il faut espérer que les statistiques sur longue période sont justes. Est-ce qu'on compte mieux aujourd'hui qu'on ne comptait il y a 30 ans? Bon. Mais là, en gros, c'est x3. C'est-à-dire que dans les années 80, le coût des catastrophes naturelles, de divers événements, peu importe qu'on les considère strictement catastrophes naturelles au sens du régime ou aléas climatiques, c'était 1 milliard d'euros par an pour les assureurs français dans les années 80. Dans les années 90, 2000, notre estimation, c'est que c'était 2 milliards d'euros par an. Sur la période récente, c'est 3 milliards d'euros par an. Il y a notamment eu Irma en 2017. Mais voilà, donc x3. Donc ça voilà, c'est simple à se rappeler. 1 milliard dans les années 80, 2 milliards ensuite, 3 milliards sur les dernières années. Alors, ce n'est pas forcément des choses très spectaculaires, parce qu'on a en tête les tempêtes, Irma dans les Antilles en 2017. On a en tête, ou hier, ceux qui ont suivi l'actualité, il y a eu un terrible orage de grêle sur la Drôme et l'Isère. Mais il faut aussi penser à la sécheresse. La sécheresse, c'est 800 millions d'euros l'année dernière. Donc, c'est pas spectaculaire, on n'en parle pas beaucoup, ça fait pas la une des médias. Mais voilà, quand on a fait il y a maintenant 4 ans, en marge de la conférence de Paris, les 25 dernières années et les 25 prochaines années, on avait fait une étude très sérieuse sous l'égide de Jean Jouzel. Au fond, qu'est-ce qui progressait le plus nettement? C'était les risques de submersion marine et de sécheresse, avec une projection de doublement du coût des catastrophes naturelles à horizon de 25 ans pour les assureurs. Alors, ensuite, peut-être ces risques ne sont pas répartis sur tout le territoire de la même façon. Alors Bertrand pourra sans doute en dire un mot. Moi, j'ai regardé dans les palmarès, c'est le Tarn-et-Garonne qui arrive en tête, manifestement des départements les plus sinistrés sur une vingtaine d'années. Mais c'est intéressant à dire parce que le Tarn-et-Garonne, c'est à la fois la combinaison du département qui est numéro 1 pour la sécheresse et qui est numéro 2 pour les tempêtes. Donc vous voyez, évidemment, sur les mêmes territoires, on cumule des risques différents, inondations, etc. Alors, juste un dernier chiffre, puisque vous m'avez lancé sur les chiffres. Est-ce que tous les territoires vont pouvoir rester assurés? La question de l'assurabilité des territoires commence à se poser. Et c'est notamment le cas aux Antilles et de Saint-Martin. Dans le cas de Saint-Martin, le coût moyen du sinistre en 2017 a été de Saint-Martin et Saint-Barth 91 000 euros par sinistre. Donc ce n'est pas en faisant payer votre multirisque habitation quelques euros de plus ou même quelques dizaines d'euros de plus que vous faites face à un truc pareil. Voilà. Cette question, on va l'aborder dans un deuxième. Merci beaucoup. Donc je me retourne maintenant vers Bertrand Labillois. Pour clore cette première partie, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, justement, Arnaud Schneeweiss a fait allusion au fait que la FFA a réalisé une première étude sur l'impact du changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2040. Vous avez fait une étude en 2018, conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France en 2050. Vous avez choisi, pour faire cette étude, de vous caler sur le scénario le plus pessimiste du GIEC, le fameux RCP 8.5, où les émissions de GES continuent d'augmenter au rythme actuel. Alors pourquoi avoir choisi ce scénario le plus pessimiste, alors que vous aviez fait une étude en 2015 qui était sur un scénario nettement plus optimiste? Je crois que c'était le scénario 2.6. Et quels sont les résultats de ces projections? Alors très rapidement,
Pour la COP 21, on avait simplement choisi le scénario de référence de la COP. On se voyait mal en tant qu'entité publique choisir un autre scénario. Et récemment, nous n'avons pas choisi le scénario le plus pessimiste, nous avons choisi le scénario le plus vraisemblable, malheureusement. Et c'est pas nous qui, ça ne reflète pas un point de vue personnel, c'est ce que les scientifiques nous disent de l'évolution des émissions de CO2 dans l'atmosphère et de l'évolution du changement climatique. Ce qui me permet de dire que ce travail que nous faisons, c'est un travail que nous faisons en partenariat avec un certain nombre d'organismes scientifiques, en premier lieu Météo France, qui nous fournit plusieurs centaines, plusieurs siècles de scénarios météorologiques dans le cadre du climat aujourd'hui, 2020, et dans le cadre du climat qu'on anticipe pour 2050 sous l'hypothèse que vous avez rappelée. Et on le fait donc non pas en regardant dans le rétroviseur, mais bien en modélisant le fonctionnement du climat et ensuite l'impact des différentes météo, vent, pluie, cyclone, sécheresse, sur le territoire national, avec les modèles qui nous servent déjà aujourd'hui. Donc on prend le Météo France prend le modèle météo d'aujourd'hui, il introduit une composante de forçage radiatif, et nous utilisons le modèle qui aujourd'hui nous permet de calculer le montant des dommages en fonction des scénarios météorologiques. Et effectivement, je rejoins ce que disait Arnaud, on met en évidence un certain nombre de phénomènes et qui sont tous très importants à prendre en compte. Le premier phénomène, c'est que ce n'est pas une augmentation homothétique des catastrophes naturelles, mais vous avez certains phénomènes qui vont voir leur intensité, leur fréquence augmenter très, très significativement. C'est le cas des sécheresses, c'est le cas des submersions marines, et pas seulement du fait de l'élévation du niveau de la mer, même si c'est un facteur qui joue, bien entendu. Et c'est le cas, pour finir, pour rester sur la France métropolitaine, c'est le cas des inondations par ruissellement, et notamment en cas d'orage cévenol. En revanche, tout ce qui est cru par débordement, il y aura peut-être une augmentation, mais ce sera beaucoup plus limité. Et j'indique à ce propos qu'il y a une table ronde où on évoquera le sujet des DOM, et notamment l'évolution de la fréquence et de la sévérité des cyclones. Donc je n'en parle pas dans ce propos introductif. Il y a la deuxième chose qui est important d'avoir en tête, c'est le fait que tous les territoires ne sont pas exposés de la même manière. Donc toute la zone littorale sera très fortement exposée, et également le sud-ouest et un peu le sud-est du fait des orages cévenols. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça nécessite des mesures adaptatives, et ça renforce la légitimité et la nécessité d'avoir une péréquation entre les territoires, une solidarité entre les territoires. Et la dernière chose que je voudrais signaler, là aussi j'abonde dans le sens d'Arnaud, vous mettez en évidence que certains territoires ne seront peut-être plus assurables, notamment parce que la hausse du coût des catastrophes naturelles concerne essentiellement, aux 2/3, des événements météorologiques qui surviennent de façon assez fréquente. On pourrait penser que c'est uniquement un effet et c'est le cas notamment pour les cyclones, que c'est simplement parce qu'il y aura plus de cyclones très violents. Mais si je regarde simplement la France métropolitaine, ce ne sont pas les événements violents et extrêmes qui vont générer une hausse des coûts, c'est les événements d'intensité moyenne, mais qui seront plus fréquents. Et donc là, ça pose quand même la question non seulement de la prévention des risques, mais même de savoir où on définit les zones d'habitation et d'activité économique. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une deuxième séquence qui
va traiter des conséquences du changement climatique sur la santé humaine. Je m'adresse à Robert Barouki. Robert Barouki, on pense aux canicules, aux maladies transmises par les moustiques, aux allergies, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qui paraît encore assez confus et qui pourtant est déjà très réel? Oui, merci. Donc, je vais juste passer quelques diapos. Je vais les passer assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça c'est autre chose. Non, je ne suis pas du tout sur... Ah ben voilà, merci beaucoup. Donc, cette diapo, simplement pour vous dire que maintenant, quand on calcule l'effet de différents facteurs de stress sur la mortalité, la pollution vient carrément... ça c'est l'OMS, hein, donc la pollution... de l'air, là, hein, ce n'est pas le changement climatique, c'est la pollution de l'air, vient en tout premier lieu. Donc il faut s'intéresser à l'effet de l'environnement sur la santé. Il y a beaucoup de travaux maintenant sur les impacts sanitaires, donc santé humaine, du changement climatique. Et vous voyez qu'il y a plusieurs effets, c'est extrêmement diversifié. Premièrement, il y a beaucoup d'impacts qui sont donc multiples. Deuxièmement, chacun de ces impacts n'est pas évidemment dû uniquement au changement climatique. Je ne suis pas en train de dire que toute l'augmentation des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires va être due uniquement au changement climatique, mais il va y avoir une contribution du changement climatique, dont vous voyez des maladies infectieuses, donc les moustiques, tout le monde est au courant, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, les maladies liées à la malnutrition, et je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de coûts aussi, des maladies cutanées, l'exposition au soleil, un certain nombre de cancers cutanés, les problèmes de naissance prématurée, c'est quelque chose qui est moins connu, mais qui aussi peut être prévu, et aussi des stress liés à des catastrophes. La santé mentale est un impact dont il faudra aussi tenir beaucoup compte, et évidemment les canicules, les stress thermiques, l'impact des canicules sur la mortalité. Donc ça résume un peu un certain nombre d'impacts sanitaires du changement climatique, et puis ensuite je vais passer en revue quelques caractéristiques. La première caractéristique, il y a des effets directs, les effets thermiques, mais il y a beaucoup d'effets indirects et qui interagissent avec beaucoup d'autres facteurs de stress. Et ça, c'est un point très important. Il y a potentiellement une synergie entre les impacts du changement climatique par rapport à des impacts d'autres stress, comme par exemple la pollution atmosphérique, qui n'est pas due que au changement climatique, la mobilité, etc., etc. Deuxièmement, il y a des personnes beaucoup plus vulnérables qui vont être beaucoup plus impactées. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et d'autres. Et puis sur le plan socio-économique, bien sûr, l'impact se fera surtout sur les classes les moins favorisées. Ça, c'est une revue récente, ça reprend, donc je ne vais pas détailler, ça reprend exactement ce que je vous ai dit actuellement, mais ça a été publié dans notre Bible en termes de médecine, donc le New England Journal of Medicine. C'est un résumé qui est relativement facile à lire d'ailleurs, et qui présente les différents impacts sanitaires du changement climatique. Et il y a des projections sur des mortalités liées aux projections du GIEC. D'ailleurs, c'est toujours donc Andy Hines qui le fait sur le nombre donc de morts, d'augmentation de mortalité liée à différents facteurs liés au changement climatique, que ce soit donc des problèmes des canicules ou le déséquilibre alimentaire, ou par exemple des facteurs liés en dehors de la mortalité à l'extrême pauvreté, et puis aussi des projections par pays sur l'impact possible du réchauffement global. Donc vous pouvez trouver déjà ces projections, mais sans doute ça dépendra beaucoup du nombre de degrés, comme on l'a vu tout à l'heure. Évidemment, tout ceci, ça dépendra des scénarios. C'est extrêmement dépendant et vous pourrez le lire. J'ai juste pris pour illustrer ça, parce que c'est bien de prendre un exemple, le problématique des pollens. Il y a différentes raisons pour lesquelles les allergies peuvent augmenter. D'abord, vous allez avoir une production de pollen plus importante à cause du développement de certaines plantes, l'ambroisie par exemple. Deuxièmement, la période au cours de l'année où il y aura beaucoup plus de pollen, et certains d'entre nous le savent déjà directement, et sera plus longue. Mais en plus, à quantité de pollen égale, l'effet de l'ensoleillement et de la chaleur fait que les petits grains de pollen vont se fragmenter, et donc ils seront d'autant plus allergisants. Donc plusieurs facteurs en même temps font qu'il y a un problème d'allergie. Il n'y a pas que les pollens dans les allergies. S'il y a plus d'humidité dans les maisons, il y a des moisissures, et là aussi ça impacte beaucoup les allergies. Certains contaminants peuvent aussi provoquer. Donc il y a une synergie entre différents facteurs, et ça, je pense, c'est très important. Il faut regarder le changement climatique dans un cadre beaucoup plus général, beaucoup plus global. Dans notre jargon, on appelle ça l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions. Et d'ailleurs, pour voir ce qu'on peut faire pour prévenir, on en parlera tout à l'heure,
on ne doit pas agir uniquement sur l'aspect changement climatique. En agissant sur d'autres facteurs, on peut aussi tenter d'atténuer les conséquences. Donc les effets sont multiples, ils concernent des pathologies fréquentes, elles ont d'autres causes aussi, et donc il y a une potentielle additivité ou synergie. On peut donc s'attendre à des interactions. Ils affecteront surtout des populations subissant déjà d'autres stress environnementaux, donc encore plus vulnérables. Et il est nécessaire d'avoir une vision, je dirais, intégrée de l'impact sur la santé, non seulement du changement climatique, mais de l'ensemble des différents stress que nous allons connaître, je dirais, encore plus dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Thierry Langrenay. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre en tant que directeur général adjoint du groupe CREA? Alors oui, tout à fait. Si je prends ma casquette de citoyen, en entendant Jean-Marc, j'ai envie de dire que finalement l'assurance n'est pas une excellente chose, parce que ça nous permet de supporter un changement climatique dont les conséquences sont quelque part désastreuses, non seulement pour notre génération, mais surtout pour les générations futures. Néanmoins, on est évidemment schizophrène et on a l'obligation de gérer à la fois le présent et le futur. Alors sur l'assurabilité de ce qui nous est annoncé, moi je retiens que le changement climatique va avoir 3 grands impacts. Les tempêtes et submersions océaniques. Deuxièmement, les orages convectifs, source de ruissellement. Troisièmement, la sécheresse. Au plan de la santé humaine, c'est essentiellement l'évolution lente mais permanente de tout ce qui a été évoqué là qui va impacter la santé en général, mais qui va être contrebalancé par des politiques de santé publique de santé ainsi que par des investissements, probablement des laboratoires pharmaceutiques pour contrer ou prévenir. Ce qui va avoir le plus gros impact vraisemblablement, ce seront les vagues de canicule. Et les différentes études semblent montrer qu'on passerait en Europe de quelques milliers de décès par canicule par an à peu près 150 000. Donc ça rejoint le tableau qui a été dressé en 2100 sur la base du scénario le pire retenu par le GIEC. Je parle de l'Europe seulement. Néanmoins, on est dans une gestion de pic, de pointe de décès, et la réassurance est là pour gérer ça, puisqu'elle permet de pulvériser les événements extrêmes pour les répartir au niveau mondial. Mais bien entendu, ça renchérira le coût général de ces couvertures. Je voudrais évoquer les autres sujets que Jean-Marc a touchés. Malnutrition et donc risque politique avec ce qu'on connaît déjà et ce qu'on connaîtra de plus en plus, à savoir des vagues de réfugiés et ou de migration qui seront bien entendu à gérer. Et enfin, puisqu'il nous faut prévoir l'imprévisible, imaginez que le virus Ebola se soit déclaré en Espagne, en Italie ou dans le sud de la France. Combien de temps aurait-il fallu pour qu'il décime une part significative de la population? On a effectivement de nouveaux grands défis à gérer et à nous de les prévoir. D'ailleurs, on sait déjà que le virus du chikungunya est présent à travers le moustique. Voilà, est présent à travers la présence du moustique tigre maintenant dans quasiment toute la France, puisqu'il y a eu une alerte. Vous me reprenez si je dis des bêtises, mais je crois que c'est quasiment sur toute la France cette année maintenant. Enfin, parce que tout ça est en train de devenir, oui, d'envahir. On voit très très bien la progression et des modélisations de la progression du moustique tigre. À nouveau, c'est pas uniquement dû au changement climatique, mais c'est dû aussi à la mobilité très importante. Mais le changement climatique va favoriser ça. Il y a une synergie entre différents comportements, et donc on prévoit une progression de ces virus. En France en particulier, on voit très très bien comment ça va envahir petit à petit toute la France bientôt, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises à travers vos premières interventions, mais nous avons décidé de faire 2 focus en termes d'assurabilité sur en fait les deux secteurs qui étaient à la fois les plus, secteur géographique et secteur professionnel, qui étaient à la fois les plus exposés et les moins couverts.
et qui sont le secteur outre-mer et puis le secteur professionnel de l'agriculture. Je voudrais passer en premier lieu la parole à Bertrand Labillois, puisque la CCR a sorti le 3 juin, je crois, une étude spécifique sur les Outre-mer. Est-ce que vous pourriez nous en donner les résultats, s'il vous plaît? Alors, je vais faire un peu de teasing, puisqu'il y a une table ronde dédiée à cette étude, et je crois que c'est juste après cette table ronde et après la pause. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce que montre cette étude, c'est que toutes les îles outre-mer ne sont pas exposées de la même manière. Et tous les événements ne vont pas croître de façon homothétique. Il n'y aura pas forcément beaucoup plus de cyclones, mais il y aura plus de cyclones extrêmes, de catégorie 5. Ça ne touche pas toutes les îles, mais notamment une île comme la Guadeloupe est beaucoup plus exposée que les autres. Alors les météorologues sont capables de vous l'expliquer. Moi, j'en suis bien incapable. Ce que ça montre, effectivement, c'est que Irma, dont on peut penser que c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Alors c'est exceptionnel par l'intensité, mais il faut se dire que ce n'est pas forcément exceptionnel dans la probabilité d'occurrence, et donc ça doit avoir des conséquences en termes de politique publique, d'aménagement du territoire, et pas seulement puisque vous mentionniez implicitement la sous-assurance dans ces zones, pas seulement le fait que les gens s'assurent plus, mais également qu'ils changent leurs habitudes d'urbanisme et de construction. J'ai eu la chance, à titre privé, de passer quelques jours en Martinique et dans ces régions. Et effectivement, les gens habitent au bord de l'eau, ce qui peut se comprendre. Hein. Je veux dire, c'est notamment pour toutes les activités touristiques, c'est plus attractif. Mais beaucoup plus exposé de ce fait-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une baie vitrée de 8 mètres de large face à l'océan, mais en cas de cyclone intense, ça ne résiste pas longtemps, quoi. Donc il y a des habitudes qui vont devoir changer, et il y a un vrai enjeu en la matière. Donc il y a un enjeu dans le cadre de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans le cadre de la reconstruction, mais pour toutes les autres îles d'outre-mer et les territoires français fortement exposés, il y a un enjeu de révision profonde des habitudes passées en matière d'urbanisme et de construction, de la même manière que suite à ce qui s'était passé à la Faute-sur-Mer, on a changé un certain nombre d'habitudes, et donc il faut le faire de façon généralisée. Donc c'est une des principales conclusions de cette étude, c'est un réaménagement du territoire? C'est un changement, effectivement, des politiques d'urbanisme et de construction pour être à la hauteur des conséquences prévisibles du changement climatique. Parce que l'assurance ne peut qu'indemniser, elle ne peut pas empêcher les dégâts. Cette étude est disponible, je suppose, tout le monde peut la trouver sur votre site? Elle a été présentée pour la première fois, enfin les premières conclusions préliminaires ont été présentées lors de notre journée 4 le 3 juin dernier. Elle sera présentée là tout à l'heure dans le cadre de cette conférence, de ce congrès, et les conclusions complètes, parce que pour le moment nous sommes encore en train d'effectuer un certain nombre de calculs, seront disponibles en septembre-octobre prochain. Merci beaucoup. Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'on peut rebondir un petit peu, puisque effectivement, avant de passer au secteur agricole, le secteur géographique de l'outre-mer n'est peut-être pas le seul des 3 hotspots du réchauffement climatique sur le territoire français. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, en fait, je voudrais d'abord donner une image plus planétaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le rapport spécial sur 1,5 degré, on a conjugué l'analyse du signal climatique, des aléas, mais aussi de l'exposition des vulnérabilités. On a identifié un certain nombre de points chauds où, pour chaque demi-degré supplémentaire, il y a une forte augmentation du risque qui résulte de cet ensemble.
Donc il y a bien sûr l'Arctique, aussi bien autour du côté marin, avec le recul de la glace de mer, que du côté terrestre, avec le recul du permafrost. Il y a toutes les régions alpines où le signal de changement climatique est important et agira sur, par exemple, le potentiel de rendement agricole. Il y a toute la région d'Asie du Sud-Est, avec les conséquences sur les zones de delta de la montée du niveau des mers, du risque de submersion, et l'intensité des précipitations extrêmes qui va augmenter fortement, avec des risques pour 1,5 degré, 2 ou davantage sur les rendements agricoles. Il y a toutes les petites îles, donc avec, on l'a déjà mentionné, l'augmentation du risque associé aux submersions marines, mais aussi le stress pour l'eau douce, avec des phénomènes de salinisation, la durée des périodes très chaudes qui peuvent, pour les régions tropicales, devenir oppressantes en termes à la fois de santé humaine, mais aussi de santé animale, pour un réchauffement planétaire de l'ordre de 2 degrés. Et pour donner un ordre de grandeur, dans beaucoup de régions tropicales, quand on prend la variabilité associée aux tempêtes, aux marées, et qu'on l'ajoute à la montée moyenne du niveau des mers, ce qui était au XXe siècle l'épisode de haut niveau marin du siècle sera dans beaucoup de régions annuel à horizon 2050. Et quasiment quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ça fixe un peu les idées. Donc dans les régions, les hotspots, on a bien sûr la région méditerranéenne, j'en ai déjà parlé, sur l'enjeu sécheresse et puis graduellement risque de sécurité en eau. On a également des régions particulièrement sensibles du côté de l'Afrique de l'Ouest sur les rendements agricoles et les enjeux de sous-nutrition, et également en Afrique du Sud. Et enfin, la partie tropicale, elle est vraiment exposée sur l'aléa vague de chaleur, avec des enjeux majeurs en termes de rendement agricole. Et c'est pour ces raisons que nous préparons en 2019 2 nouveaux rapports spéciaux, un pour le mois d'août sur le changement climatique et l'utilisation des terres, avec la question de la sécurité alimentaire, mais aussi des systèmes alimentaires, de la gestion durable des terres. Et en septembre, un rapport spécial sur les océans et la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés, dans lequel il y a un chapitre particulier dédié aux événements extrêmes. Et je veux terminer sur ce volet-là. Il y a des enjeux qui sont aussi importants, je pense, dans vos secteurs d'activité, sur les événements extrêmes composites, c'est-à-dire avec plusieurs caractéristiques en même temps, ou sur des événements extrêmes synchrones, c'est-à-dire qui vont toucher différentes régions en même temps. Et ça fait partie des points sur lesquels la communauté de recherche en sciences du climat travaille actuellement. Et on aura un chapitre dédié dans le rapport du groupe 1 en 2021 sur les bases physiques du changement climatique, sur la partie événements extrêmes, avec le fait de regarder ce qu'on est capable de dire sur ces événements à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement à très fort impact. Donc 2 nouveaux rapports du GIEC à lire très prochainement. On va passer au secteur agricole. Donc le secteur agricole est l'autre point faible de la couverture, puisque seuls 70% des exploitations ne sont 70% d'exploitations ne sont pas assurées, et seuls 70% le sont. Donc on a encore eu un épisode ce week-end, puisque la Drôme, il y a eu un fort épisode de grêle qui succédait lui-même à 2 années de sécheresse, si j'ai les bonnes informations. Donc Thierry Langrenet, comment expliquer ce chiffre surprenant de seuls 30% sont assurés, et comment est-ce qu'on peut y remédier? Alors, on est dans une situation extrêmement contrainte. Vous avez évoqué l'inéquité, si je puis dire, des impacts du climat. C'est vrai en termes de génération, notamment entre les jeunes et les moins jeunes. Et on a instauré à travers la sécurité sociale un mécanisme de solidarité. Vous avez évoqué les DOM versus le continent, si je puis dire, où on a, à travers la CCR, un relatif mécanisme de solidarité. Et en ce qui concerne le monde agricole, il y a en fait 2 régimes. Le régime public, à travers les calamités agricoles, qui par définition est un régime de solidarité, et le régime privé, qui concerne des cultures pour lesquelles des produits d'assurance largement distribués existent et sont commercialisés, notamment par le groupe agricole, le groupe AMA et d'autres, et pour lesquels il y a, je peux vous le dire, une forme de mutualisation, de solidarité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'assurance récolte multipéril existe depuis 12 ans,
Et je peux vous livrer que sur les 12 dernières années, nous avons perdu plusieurs dizaines de millions d'euros sur ce risque-là. Et donc, il y a eu une subvention à travers les autres types d'assurance, habitation, professionnelle, etc. Néanmoins, lorsque vous interrogez un vigneron ou un exploitant agricole quelconque, dans une région quelconque, vous avez assez fréquemment la réaction « ça coûte trop cher ». Alors ça coûte trop cher par rapport à quoi? Ben déjà, ça coûte trop cher par rapport à un compte d'exploitation. Si on sort 2 secondes de l'assurance, les vignerons ou les exploitants agricoles du Sud-Est notamment sont confrontés à une concurrence européenne qui n'a pas les mêmes coûts salariaux par exemple et qui du coup a des pressions sur ses prix de revient terribles, extrêmement importantes. Vous ne pouvez pas ne pas ramasser les fruits, ne pas faire vos récoltes. Du coup, vous avez peut-être tendance à ne pas lésiner sur la main-d'œuvre, mais à faire des économies ailleurs. Et le ailleurs, ça commence par l'assurance. Deuxième phénomène, la mémoire, si je puis dire, biaisée. Et c'était ce que disait aussi Jean-Marc tout à l'heure. Les séries historiques ne sont absolument pas révélatrices du futur. Et on ne cesse de dire que les fréquences vont augmenter, l'intensité va augmenter. Mais quand vous êtes exploitant agricole, vous avez comme référence vos 5, 10, même 15 dernières années et les sinistres que vous avez pu souffrir et les primes que vous avez évitées ou payées. Et en général, ça peut conduire à des raisonnements un peu biaisés. Voilà, donc on est dans un contexte assez complexe. Nous notons néanmoins qu'il y a des systèmes qui fonctionnent et on pense qu'il y a donc du chemin à parcourir. Mais je voudrais surtout bannir l'idée que les assurances agricoles sont une aubaine pour les assureurs. Absolument pas. Je vais être clair, c'est un foyer de perte. Arnaud Schneeweiss, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Peut-être une solution? Sans doute, oui. Non, il y a un lien évidemment entre les deux sujets qu'on vient d'aborder. Est-ce que l'outre-mer est assurable? Est-ce que les surfaces agricoles sont assurables? Vous savez, surtout vu de la fédération, il y a des indicateurs très simples pour savoir si certains risques sont rentables ou pas. L'assurance emprunteur, tout le monde a envie d'en faire. Manifestement, la concurrence est très intense. Donc, il doit y avoir encore un petit peu de marge. L'assurance agricole, comme vient de le dire très justement Thierry, il n'y a plus qu'une poignée d'acteurs. Groupama, Crédit Agricole, l'Étoile, il n'y a plus qu'une poignée d'acteurs qui est prête à faire de l'assurance agricole. Donc c'est que manifestement, le risque n'est pas rentable. Bon. Et effectivement, dans nos séries statistiques sur 10-15 ans, les assureurs ont perdu de l'argent sur le risque agricole à strictement parler. Donc on est dans une situation qui est insatisfaisante pour tout le monde. C'est-à-dire on dit, comme vous l'avez dit Juliette, seulement 30% des surfaces agricoles sont assurées. Et le ministre de l'Agriculture hier s'en est encore ému. Ce n'est pas une assurance obligatoire. Donc seulement 30%, c'est insatisfaisant. Certains agriculteurs disent c'est trop cher, c'est pour ça que je ne m'assure pas. Mais les assureurs qui veulent bien faire ce risque, ils ont du mérite. Il n'y en a plus qu'une poignée, disent mais c'est pas rentable, je perds ma chemise en travaillant sur ce risque. Donc personne n'est satisfait de la situation. Alors, comment essayer de casser un peu cette spirale? Il n'y a pas de solution miracle, sinon les collègues, notamment de Groupama et Crédit Agricole, auraient trouvé. Mais déjà, le mot-clé, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir une assurance pas chère, il faut que beaucoup de gens soient assurés, parce que sinon, vous avez le risque d'antisélection classique dans l'assurance. C'est-à-dire que ceux qui s'assurent sont effectivement les gens les plus exposés. Donc, les résultats ne sont pas bons. Donc, comment essayer de développer cette mutualisation? Il y a des questions de pédagogie, de développement de la culture du risque, comme Thierry vient de le dire. C'est très important, d'une façon générale, de développer la prévention, la culture du risque, la pédagogie. C'est vrai, d'une façon générale, dans tous les sujets qu'on aborde sur les CatNat. C'est vrai sur l'assurance agricole en particulier. Après, il y a forcément, pour casser cette spirale et sortir de cette situation, un rôle à jouer par l'État. Alors l'État, est-ce que c'est via son bras armé, la CCR, est-ce que c'est via d'autres systèmes? Mais les assureurs, pour être actifs sur ce risque, ont besoin d'une réassurance
voilà, qui soit au rendez-vous, qui soit protectrice. Et cette réassurance, elle est publique ou elle est privée, mais il faut qu'elle soit plus présente pour que les assureurs en dessous soient prêts à prendre des risques, sachant que derrière, ils vont pouvoir partager en partie ces risques. Bertrand Labillois, vous voulez dire quelque chose sur ce point? Arnaud a évoqué le problème de l'antisélection, il y a le problème de l'aléa moral, puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme ça a été dit, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif public qui existe, le fonds de calamité agricole, mais qui ne fonctionne pas vraiment comme de l'assurance sur un principe indemnitaire, mais parce qu'il existe, peut désinciter certains agriculteurs à s'assurer. Et donc, c'est une refonte globale des dispositifs privés et publics de prise en charge des sinistres qui doit être mis en place. Et par ailleurs, on ne peut pas concevoir cette question d'assurance des risques agricoles en dehors des dispositifs d'aide à l'agriculture de façon générale, notamment dans le cadre de la PAC. Donc voilà, c'est extrêmement complexe comme sujet. Thierry Langreney, rapidement pour clore, oui. Avant de parler de prévention. Promis. Juste pour dire que nous ne faisons pas de l'assurance pour l'assurance. Nous faisons de l'assurance pour permettre aux exploitants agricoles d'investir. C'est comme dans les DOM. Sans assurance, on n'investit pas. Et également, on ne s'habille pas, on ne se protège pas, on ne se loge pas. Donc on est vraiment sur un outil professionnel très important et il faut qu'on y arrive. Donc nous sommes et nous serons présents et nous appelons effectivement de nos vœux, premièrement à travers la PAC, une réorientation des aides directes vers le financement du coût de l'assurance à son juste prix, pour que la CCR s'y retrouve éventuellement, mais une subvention supérieure, et ceci existe aux États-Unis et en Espagne, avec des résultats du double d'équipement par rapport à la France. Et deuxièmement, on peut penser que, vu le faible développement de cette assurance, les bases actuarielles sont un peu pauvres et peuvent effectivement conduire à un peu d'antisélection parce que les tarifs seraient mal calibrés. C'est-à-dire que les meilleurs risques ne trouveraient pas forcément intérêt à s'assurer. Donc il y a des progrès à faire et on souhaiterait effectivement pouvoir travailler au niveau de la profession dans cette orientation. Ok, merci beaucoup. J'enchaîne rapidement parce que nous avons un petit peu, on pourrait parler très longtemps de ça, mais nous avons un petit peu de temps à rattraper sur la dernière séquence qui est la prévention. On en a entendu parler en filigrane dans beaucoup de vos interventions depuis le début de la table ronde. Alors la prévention comme conséquence du changement climatique, ça peut interpeller, mais et puis c'est un concept qui peut chevaucher aussi avec l'adaptation. On en a parlé avec Valérie dans les discussions préparatoires, mais il n'empêche que, de toute façon, comme le disaient Valérie et Jean-Marc Jancovici tout à l'heure, même si on stoppait les émissions de gaz à effet de serre demain matin, il y a un réchauffement inéluctable qui va nous mener à environ 1,5 degré. Donc, Valérie, dites-moi. Reprenez-moi si je dis des bêtises. Donc, il faut prévenir ce réchauffement inéluctable, les conséquences de ce réchauffement. Et je voudrais commencer par passer la parole à Robert Barouki. Comment est-ce qu'on peut prévenir les impacts sur la santé humaine ? Bon, je pense qu'il y a quelque chose d'assez évident, c'est que moins on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mieux on se portera, et plus on réduit l'élévation de la température, mieux on se porte. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des impacts indirects sur d'autres champs de la santé. Par exemple, si on va vers des modifications des transports pour utiliser moins d'énergie fossile dans les transports, on ne va pas seulement diminuer la quantité de CO2 et avoir un impact sur le changement climatique, mais on va aussi diminuer la quantité de particules, on va diminuer la quantité de toute une série d'autres polluants et avoir des impacts positifs dans d'autres champs que ce qu'on appelle les impacts de changement climatique. Donc on va être gagnant-gagnant. Par exemple, si on utilise aussi moins de viande, il y a peut-être un impact donc, côté élevage, une diminution de la consommation de viande. Ça a un impact positif en santé humaine dans complètement un autre champ. Donc il faut vraiment avoir cette idée-là que les mesures de prévention qu'on prend peuvent avoir des impacts
dans beaucoup de domaines différents, et donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Maintenant, évidemment, il faut s'adapter, et s'il y a des maladies infectieuses, bon, il faut développer la vaccination, bon, c'est évident. Il y a des mesures de santé publique, c'est quelque chose qui est en cours, hein, donc on commence à avoir ça, mais ce n'est pas nécessaire que ça marche. Hein. Il y a certains virus qui sont très difficiles pour avoir de bons vaccins, donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident. Bon, je pense que il y a un bruit bizarre, mais en tout cas, et puis il y a des mesures de santé publique. Bon, en cas de canicule ou ce type de choses, il y a des mesures de prévention toutes simples. Donc ça va être champ par champ et application par application. Voilà. Non, mais je pense qu'on va arrêter là. Ça marche ? Oui, ok. Valérie Masson-Delmotte, justement, je crois que vous vouliez rebondir sur une partie de ce que vient de dire Robert Barouki et sur le fait que dans le dernier rapport 1.5 du GIEC, vous avez mis en exergue les co-bénéfices des actions climat sur la santé humaine. Je pense que c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ? En fait, ce que les auteurs de ce rapport ont fait, en mobilisant en particulier les connaissances de l'ensemble des disciplines scientifiques, y compris en sciences humaines et sociales, c'est de sortir d'une analyse en silo où d'un côté on va mettre construire une résilience, gérer les risques et l'adaptation, de l'autre côté on va mettre l'action sur les rejets de gaz à effet de serre, et puis ailleurs on va mettre les enjeux en matière de santé ou autre. Et pour ça on a utilisé la grille des objectifs du développement durable des Nations Unies qui sont intéressantes, parce qu'en fait c'est une formulation avec un certain nombre d'objectifs des différentes dimensions d'un développement soutenable. Et donc pour l'action climat, on a analysé pour l'ensemble des options de réponse dans un certain nombre de grands systèmes les bénéfices ou les risques d'effets indésirables au regard de ces objectifs du développement durable. Et donc il y a des options sans regret, hein, typiquement. Donc décarboner les transports, améliorer la qualité de l'air, direct en fait. C'est-à-dire le coût de l'investissement pour le faire, vous le récupérez en termes de bénéfices pour la santé publique. Même chose sur la mobilité active, un point très important, j'insiste dessus. À ma connaissance, il y a seulement 10% des jeunes filles en France et de l'ordre de 15% des jeunes gens en France qui ont en fait une activité physique suffisante pour être en bonne santé physique et intellectuelle. Donc il y a un enjeu majeur aujourd'hui en termes d'investissement, et la mobilité active, elle apporte des bénéfices en termes d'émissions de polluants, de gaz à effet de serre, de stress et de temps perdu dans les embouteillages, mais elle apporte aussi en fait des bénéfices énormes en matière de santé publique, et c'est pas assez exploité. Même chose sur l'alimentation saine. Si on prend les recommandations nutritionnelles, on voit en fait que ce que les médecins recommandent pour vivre longtemps en bonne santé, c'est exactement la même chose que ce qui permet de réduire l'empreinte du secteur alimentaire en termes de dégradation des écosystèmes, de perte de biodiversité et en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quoi ? C'est des fruits, des légumes de saison, c'est des légumineuses, des céréales complètes, c'est des graines et puis des protéines végétales et un peu de protéines animales si vous y tenez, en gros. Hein. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses que, en fait, je trouve qui ne sont pas assez appréhendées avec l'angle des différents bénéfices en matière d'investissement quelque part responsable pour la société. Voilà. Et la dernière chose, c'est que sur les objectifs du développement durable de l'ONU, il manque un objectif qualité de l'air. C'est vraiment l'objectif manquant. Je ne sais pas si mon micro... Si, il marche. En fait, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la table ronde et depuis le début de la matinée, c'est que voilà des actions qui sont faciles à mettre en place et qui ont un double effet positif, quoi. Donc... Merci. Valérie, toujours dans le chapitre prévention, je crois que vous aviez envie de parler d'un domaine de la prévention auquel on ne pense pas forcément et qui est celui de l'éducation. Vous êtes active dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on en est de l'enseignement des enjeux climat, énergie, dans l'enseignement supérieur, au collège, au lycée? Alors on va faire un sondage en temps réel. Qui a eu dans sa formation, donc dans son éducation initiale, une formation sur le changement climatique? Qui l'a eu dans le cadre de son métier, de sa formation continue tout au long de la vie? Est-ce que vous savez si vos enfants ont des cours sur le changement climatique? Vous voyez que ça s'améliore. Pourtant, dans les nouveaux programmes de lycée qui avaient été construits donc, dans les mois précédents, j'ai réalisé en décembre dernier qu'il n'y avait rien, quasiment rien en seconde, quasiment rien en première. Et donc on a fait une action d'appel au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour que dans les programmes de terminale, il y ait quelque chose de significatif. Donc il y aura un module dans le tronc commun de sciences qui va toucher en fait les filières générales autour des enjeux énergie-climat. Mais en fait, ce n'est pas suffisant.
C'est pas suffisant parce que ça arrive tard, donc à 17 ans, en fin de cursus, parce que ça ne touche pas les filières professionnelles qui sont aux premières loges, en fait, d'action pour s'adapter à un climat qui change, et puis de tous les secteurs d'activité, de l'action technique sur le terrain, qui portent l'ensemble des solutions. Et enfin, à mon sens, c'est vraiment trop tard par rapport à la création d'une culture du risque. Donc il y a pas mal de choses qui se font à l'école primaire sur les enjeux climat-biodiversité, pas forcément avec une base scientifique. Et il n'y a vraiment quasiment rien au collège, de manière systématique, de manière générale. Et je pense que c'est le bon âge, vers la 4e, la 3e, quand on rentre dans l'adolescence et on commence à devenir un adulte en formation, si vous voulez, d'avoir une éducation aux sciences sur les enjeux climat-biodiversité et de permettre de poser des repères pour avoir une culture du risque. Et je le dis vraiment d'une manière positive. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas d'effrayer les jeunes. Vraiment, l'idée, c'est de leur donner des clés pour comprendre, pour avoir l'image d'ensemble, pour donner sens à l'actualité et à ce qui se passe localement. Et la deuxième chose, c'est donner des clés pour agir. Agir concrètement et utiliser le temps de l'école pour aussi toucher les familles, parce que les acteurs du monde de l'assurance m'ont dit à plusieurs reprises que c'est difficile de toucher les familles, de faire changer les comportements par rapport à la réaction à avoir devant l'urgence immédiate d'événements extrêmes. Et je termine en disant une chose, ce n'est pas les éditoriaux, les lettres ouvertes des scientifiques qui ont permis de changer les choses. Du côté de l'éducation nationale, vous savez ce que c'est ? Ce sont les mouvements de la jeunesse dans la rue pour le climat. Voilà. Merci Valérie. D'ailleurs, on a parlé du collège et du lycée, c'est la même chose dans l'enseignement supérieur. Ça marche, merci. C'est la même chose dans l'enseignement supérieur, puisque je me tourne vers Jean-Marc, il y a eu un rapport du Shift Project qui disait que seuls 11% des formations contenaient une partie enjeu climat-énergie obligatoire. C'est bien ça. On rebondit, Arnaud Schneeweiss, sur ce que vient de dire Valérie, la culture du risque. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que c'était quelque chose qui était encore en jachère, en tout cas, qu'il fallait vraiment travailler dessus. Comment est-ce qu'à la FFA, on pense pouvoir mettre ça en place ? Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec ce qu'a dit Valérie. Il faut absolument développer la culture du risque. Nous, on rêve d'une journée nationale de prévention. Et officiellement, elle existe, en fait. Personne ne sait qu'elle existe au mois d'octobre. Donc, on rêve qu'il y ait une vraie journée nationale de prévention où le maire réunirait un dimanche ses administrés et ferait un point sur la réalité des risques locaux. De dire, chez nous, voilà, mais c'est pas pareil, évidemment, si on habite dans la région de Nice, tremblement de terre, au bord d'un fleuve. Quels sont les risques locaux ? Quand il y a eu des décès dans les Alpes-Maritimes, par exemple, en octobre 2015, les décès sont des gens qui sont allés au sous-sol, au parking, pour sauver leur voiture. Ils sont morts noyés. Dans l'Aude, au mois d'octobre dernier, inondation, village dans une cuvette. Des gens ont été surpris dans leur sommeil, sont morts noyés parce qu'ils dormaient au rez-de-chaussée, dans un village, dans une cuvette. Donc la réponse est, il faut dormir au premier étage. Donc évidemment, il faut adapter à chaque fois aux réalités locales, mais une journée nationale de prévention, déclinée évidemment au niveau de la commune, permettrait d'avoir les bons réflexes, les bons entraînements. Qu'est-ce qu'il faut que je sache ? Chez nous, c'est la rivière qui risque de déborder. Quels sont les bons réflexes à avoir là tout de suite quand la rivière déborde ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Et voilà, si on pouvait développer ces réflexes par des entraînements, il y a eu en Ile-de-France une opération Sequana il y a quelques années, une grande crue de la Seine, c'était très bien, mais il ne faut pas faire ça juste une fois tous les quelques années, il faut faire ça tous les ans pour que vraiment les réflexes soient clairement entrés quand la catastrophe arrive. Donc de ce point de vue-là, on a beaucoup à faire. Donc, en termes de prévention de chacun, individu, particulier, individu, collectivité locale, entreprise. Après, il y a aussi des adaptations à faire, c'est-à-dire construire plus résilient. Et construire mieux, ça signifie construire en s'adaptant aux réalités locales. On ne construit pas de la même façon outre-mer et en métropole. Et même en métropole, si vous savez qu'il y a des couloirs de grêle, et justement, il y a des progrès à faire en matière de connaissance des risques naturels, sur la grêle, sur les tornades métropolitaines, on est moins bien que nos voisins allemands, suisses, autrichiens, qui ont de meilleures cartographies des risques. Si vous savez que la grêle va taper sur ce couloir-là, il faut que les toitures soient plus résistantes. C'est aussi bête que ça. Mais aujourd'hui, on construit de la même façon sur tout le territoire, comme s'il n'y avait pas des différences dans les expositions aux risques naturels. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça.
Donc voilà, c'est par ce meilleur partage de l'information publique, privée, que Météo France, les assureurs, la CCR, que les différents ministères, tout le monde mette en commun le BRGM pour la connaissance des sols, qu'on mette tous en commun nos connaissances sur les risques naturels, qu'on construise différemment quand il faut s'adapter, et puis, ce que disait Valérie, la connaissance, la prévention, la connaissance des risques locaux, les bons réflexes à avoir, c'est comme ça qu'on progressera. Merci beaucoup. Donc, je voudrais, dans cette séquence prévention aussi, donner la parole à Bertrand Labillois et Thierry Langreney, mais je crois que Valérie voulait dire quelque chose à ce que... En fait, le ministère de l'Environnement, il a un chiffre qui dit que 2/3 de la population française est exposée aux aléas climatiques d'une manière ou d'une autre. Et j'avais regardé aussi les chiffres du sondage en ligne du Grand Débat National qui montraient qu'à peu près 2/3 des répondants disaient qu'ils avaient eux-mêmes vécu des événements qu'ils attribuaient aux conséquences du changement climatique. Et donc je pense qu'il y a un contexte qui est aussi favorable à renforcer cette culture du risque. Je pense que c'est le bon moment, en fait. Alors peut-être, merci beaucoup. Thierry Langreney, vous mettez en place des actions avec les collectivités, avec les professionnels, mais aussi avec les particuliers. Est-ce que vous pourriez, alors on n'a malheureusement peut-être pas le temps de tout dire, mais nous dire ce qui vous paraît l'essentiel de votre activité? D'abord, je crois qu'il faut distinguer protection et prévention. Ce qui est de l'ordre de la résistance aux événements qui interviennent, c'est de la protection. Quand on construit une digue, quand on fait prend un certain nombre de mesures chez soi, on est dans la protection parce que va se produire une tempête, du ruissellement, etc., etc. Donc ça, bien sûr, il faut le faire. Et dans notre métier de banquier assureur, nous finançons des ouvrages, y compris pour les agriculteurs, de protection dans ces domaines-là. Je pense que nous avons d'autres niveaux d'intervention possibles. Au moins aussi important, à commencer par l'intérieur de l'entreprise. Et je rejoins ce que disait Valérie tout à l'heure, la méconnaissance, le manque d'information et de formation parfois est surprenant. Nous essayons de mener une action de sensibilisation / information sur Agir pour le climat au sein de notre groupe. On a un intérêt phénoménal pour découvrir des choses qui ont été récemment mises en lumière par le GIEC, mais qui sont une découverte pour beaucoup d'entre nous. Et donc je pense que nous, institutions financières au sens large, nous avons un rôle d'information et éventuellement d'éducation pour les jeunes avec qui on peut être en contact, pour bien sensibiliser à ces domaines-là. Et on est d'autant plus légitime que nous gérons les impacts. Deuxième niveau, à mon avis très important, nous sommes des investisseurs. Et quand on investit, on choisit ses investissements, que ce soit en obligations, en actions, etc. Et je suis très heureux que le groupe Crédit Agricole ait déterminé, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une politique sur le charbon, dont on a vu que c'était un énorme vecteur d'émissions de CO2, à la fois pour les financements de production d'énergie, mais également pour les transformateurs. Et donc on a, en tant qu'entreprise et en tant que citoyen, des choix à faire, y compris sur les politiques RSE de notre groupe. Mais je rejoins ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. La meilleure prévention, c'est émettre moins. Ou arriver à inventer l'arme absolue qui serait le puits de carbone. La captation de carbone dans des conditions suffisamment larges et suffisamment industrialisables pour une pleine efficacité. Très bien. Bertrand Labillois sur la prévention, sur le Build Back Better, notamment. Le reconstruire mieux, effectivement, puisque ça peut être compliqué de convaincre les particuliers, notamment les entreprises, c'est peut-être plus simple, les particuliers de mettre en place les dispositifs de protection ou de prévention, parce que ça coûte de l'argent. Il y a une situation où on a une opportunité de le faire, c'est juste après une catastrophe, à la fois parce qu'il faut reconstruire et parce que la sensibilisation à l'exposition au risque est très forte. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait plus ou moins, puisqu'il y a un grand nombre de contrats d'assurance qui prévoient la possibilité de rembourser, d'indemniser un peu au-delà du
du coût de remplacement à l'identique, justement pour permettre l'amélioration du bâti. C'est ce qui est fait principalement pour les sinistres sécheresse, où à peu près la moitié, 3/4 de l'indemnisation porte pas seulement pour reboucher les fissures, mais surtout pour consolider les fondations. Mais ça reste difficile parce qu'il y a des objectifs contradictoires. Il faut aller très vite pour rétablir l'habitation ou les bâtiments dans leurs fonctions, et en même temps se reconstruire mieux demande du temps, parce qu'il faut faire des études d'impact, et puis il faut mobiliser un certain nombre de dispositifs de financement comme le fonds Barnier, et ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qui peut être fait en la matière pour améliorer la situation ? La première chose, c'est effectivement disposer ex ante pour chaque habitation ou chaque bâtiment de la liste des travaux qui devraient être faits le moment venu, et également de disposer d'une liste de normes publiques de construction pour mieux résister aux aléas, aux risques climatiques. Et puis la deuxième chose qui doit être faite, qui devrait être faite, c'est revoir un peu les mécanismes de mobilisation des fonds publics, notamment dans le cadre du fonds Barnier, pour permettre de soutenir ces politiques de reconstruire mieux juste après une catastrophe. Enfin, on en fait l'expérience en ce moment même à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est vrai que ça reste compliqué, mais c'est vrai, c'est l'opportunité de le faire juste après une catastrophe, et il faut vraiment qu'on le fasse. Très bien, mais je crois que nous avons tenu les temps. Je mets fin à cette première table ronde. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Et je laisse David